dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial. J'ai l'habitude sur ma chaîne de vous proposer des BMW assez spéciales en partenariat avec BMW Charrier-Cholet. Mais celle-là, là on a remonté l'histoire des M3 jusqu'au commencement. Bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans la M3 E30 Evo 1. Alors juste avant de commencer cette vidéo, si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci avec des modèles très particuliers, vous savez que c'est ce que j'affectionne. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, très important, @erwan_tgd. N'oubliez pas de suivre Pierre qui est à côté de moi et qui vous fait tous les superbes plans que vous voyez à l'image. Et également, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à liker la vidéo en fin de vidéo si elle vous plaît. Bon, ça c'est l'administratif, c'est fait. Dans quoi est-ce que je me trouve aujourd'hui? Je me trouve dans une BMW M3 E30 Evo 1 de 1987. Alors, avant de parler de ce modèle, la Evo 1 en particulier, on va d'abord parler de la M3. A l'origine, dans les années 80, Mercedes faisait beaucoup de mal à BMW, surtout en DTM et en groupe A. Du coup, BMW, ils se sont dit, Nine, c'est pas possible, il nous faut une voiture qui puisse concurrencer Mercedes avec surtout le modèle mythique, la 190E 2.316, qui était un véritable monstre. Le choix se porta alors sur la série 3, la petite berline de la gamme, et le département motorsport fut réquisitionné pour en faire une voiture de course. Premier problème, le moteur. Il fallait quelque chose de léger, très solide et qui puisse prendre beaucoup de tours, c'est important pour la course. Les ingénieurs enlevèrent donc 2 cylindres aux 600 lignes de la supercar M1, qui leur servait de base de développement pour la M3, et le deuxième problème c'était l'homologation. A l'époque, pour pouvoir homologuer une voiture en compétition, il fallait produire 5000 modèles de route. Vous l'aurez compris, la M3 E30 était née. Au début, ils savaient pas s'ils allaient la vendre, ils ont même énormément hésité avant de la produire, parce que faire seulement 5000 modèles pour homologuer des voitures en circuit, ça coûte très cher. Mais bon, ils se sont dit, on peut pas laisser les Allemands nous battre, enfin les Allemands, Mercedes en particulier, on peut pas les laisser nous battre, du coup on va le faire quand même. Bon, il se trouve que la M3 E30 a été un carton à travers les différentes générations sur lesquelles elle a été produite, environ 17 000 en tout. Et parmi ces 17 000 exemplaires de M3 E30 vendus, contre 5 000 prévus à l'origine, je le rappelle, on retrouve de nombreuses déclinaisons, des éditions limitées si vous voulez, faites pour la route, qui servaient à chaque fois à faire homologuer de nouvelles pièces pour la compétition. Alors vous reconnaissez sûrement cet endroit parce que c'est à cet endroit ici même, auprès du barrage du Verdon, qu'on avait présenté la M3 E46 CSL que nous avait également prêté BMW Charrier-Cholet. Décidément, ils nous prêtent que des collectors. Alors regardez le look de cette voiture. La BMW E30, c'est toujours une voiture que j'ai adorée avec son look un peu de boîte, très carré, avec les 4 phares jaunes en général. Et là en version M3, c'est parfait, j'adore. Les 505 exemplaires de la M3 E30 Evo 1 qui ont été produits juste sur quelques mois en 1987 ont tous été livrés dans cette couleur. C'est un Diamond Schwarz métallisé, donc un noir brillant métallisé. C'est noir avec du petit pailletage un peu gris, c'est très joli. On a évidemment les liserés rouges. Et si on se penche un petit peu sur l'avant, on a évidemment quelques caractéristiques de la M3 E30, donc, enfin de la génération E30 pardon. On a les 4 phares ronds, le badge M3 ici, les 2 petits haricots verticaux, et surtout, un détail qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les versions actuelles des M3, les 3 entrées d'air, alors là qui étaient sur un pare-choc qui avait été remodelé, qui avance un petit peu plus évidemment pour l'aérodynamisme. Alors à l'avant et à l'arrière de la voiture, on a des pneus en 205 sur des jantes de 15 pouces, évidemment des jantes BBS. Le design est intemporel, c'est encore inspiré sur certaines voitures aujourd'hui, par exemple sur la M3 compétition actuelle et la M4. Si vous regardez bien, c'est à peu près ce design là en beaucoup plus moderne. On a ces arches qui sont tellement bombées. Alors la raison pour laquelle elles sont bombées, c'est pas juste esthétique, c'est parce que, comme je vous l'ai expliqué, la M3 E30 elle servait à homologuer des versions de course, et les versions de course avaient des roues et des pneus qui étaient beaucoup plus larges. Donc sur la version de route, les hanches étaient plus larges parce qu'après il fallait faire rentrer les plus gros pneus quoi. Et à l'arrière, après ces arches énormes, on tombe évidemment sur l'aileron qui donne un look incroyable à la voiture. C'est un peu tuning, mais franchement ça lui va tellement bien. Il faut d'ailleurs savoir que la malle de coffre est différente de la E30 classique pour que l'aileron puisse être plus haut et plus reculé. Badge BMW, M3, les feux complètement carrés et cette double sortie d'échappement sur la gauche façon vraiment tube en inox qui a simplement été scié, c'est juste génial, avec un diffuseur qui est également différent comparé à la E30 classique. C'est un look tellement années 80, c'est génial, et sur la route ça a une présence, c'est top. Déjà vous voyez, j'ai le sourire parce que
rouler dans une M3 E30, c'est pas tous les jours. On est sur les petites routes à côté de Cholet et je vais pouvoir vous partager l'expérience de ce que c'est que de rouler dans une Mamie qui est sortie bien avant ma naissance, je suis 1996, et qui, croyez-moi, quand vous la conduisez, a encore quelques arguments. Alors déjà, on va parler un peu de l'ambiance parce que on est dans une voiture Youngtimer, l'ambiance est très importante. Ah, c'est toujours un feeling tellement particulier d'être dans une voiture, j'ai pas envie de dire vieille, mais ancienne. Alors, avant toute chose, il y a beaucoup de choses qui ont été refaites à l'intérieur de cette voiture. Déjà les cuirs, les tapis de sol qui sont dans un état neuf, les plastiques sont en très très bon état. La voiture a 93 000 km, mais franchement, elle les fait pas. Alors il faut savoir que la M3 Evo 1, c'est une version donc limitée à 505 exemplaires, je le rappelle, qui arrivait un peu plus équipée que la M3 de base. Donc là on avait les sièges en cuir, on a l'autoradio, on a la clim, il y a du cuir dans les panneaux de porte et ce volant 3 branches siglé M, ce grand volant. C'est assez drôle, on a un peu une position de conduite camion, le volant est très incliné, mais on est bien en face des pédales, le siège est très très ajustable, on est bien assis dedans. Il y a une ambiance, vous savez, dans ce genre de voiture, c'est très ouvert, il y a beaucoup de lumière. Si je me retourne là, je vois le gros aileron derrière dans le coffre. Ouais, et puis la fameuse planche de bord BMW tournée vers le conducteur, évidemment, complètement verticale. Et les petits compteurs classiques, vitesse max. Ici dans cette voiture c'est 235 km/h, mais là c'est gradé jusqu'à 260, la zone rouge jusqu'à 8000. Il faut d'ailleurs savoir que le moteur de la M3, il a été conçu pour prendre jusqu'à 10 000 tours. Bon là la zone rouge est à 7000, ce qui est déjà très bien. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le moteur. Alors, je le rappelle, on a un 4 cylindres 2,3 litres atmosphérique qui vient du moteur S14 B23, un moteur donc qui a été développé pour la course et dont le vilebrequin pouvait encaisser 10 000 tours minute. Là, la zone rouge est située à 7000 tours, on a 200 chevaux, il se met à pleuvoir, c'est pas cool. Je rappelle qu'on n'a pas de SP. Et c'est un moteur qui est vraiment vivant à partir de 4000 tours. En dessous, c'est très souple, c'est très doux. On a presque l'impression d'être dans une E30 normale. Mais attention, parce que lorsqu'on accélère, le moteur il a de la rage à revendre. Et du coup, en termes de sensation, qu'est-ce que ça fait? Déjà, c'est incroyable parce que la voiture, elle a beau être vieille, le moteur il pousse avec une rage. Et ça me rappelle le moteur de la M3 E36 46 CSL, pardon. C'est un moteur qui pousse, qui pousse, qui pousse. Il y a de la force, c'est brut. On a une sonorité qui est très métallique, alors évidemment pas aussi présente et pas aussi métallique que le 6 en ligne BMW, le fameux. En revanche, ça fait un son sympa. Alors, de l'intérieur, BMW voulait quand même garder sur la version de route le raffinement, voilà, qui était quand même très important à l'époque pour BMW. Donc c'est quand même assez bien insonorisé. Mais si on baisse un petit peu la vitre, ce que je vais faire maintenant, vitre électrique d'ailleurs pour l'époque, vous noterez. Écoutez ça, 3000 tours. Ce que j'adore avec ces voitures qui sont clairement des délires d'ingénieurs, c'est qu'il y a beaucoup de détails amusants. Voici mes 3 préférés. Sur la M3 E30, le seul panneau de carrosserie qui vient de la E30 normale, c'est le capot. Tout le reste a été entièrement développé pour la voiture. Ce qui fait évidemment la M3 E30, c'est son moteur. Alors vous l'avez vu, le capot s'ouvre d'une façon assez amusante. Hop. Et juste ici, on a le 4 cylindres S14 B23. Et la raison pour laquelle il a ce nom de code, c'est que S14, le moteur a pris seulement 14 jours à être développé pour la compétition, donc le nom est resté, et 23 parce que c'est un 2,3 litres, un 4 cylindres 2,3 litres atmosphérique, qui dans cette version Evo 1 développe 200 chevaux tout pile, seulement 5 chevaux de plus comparé à la M3 E30 de base, la première, 240 Nm de couple, et on a quelques toutes petites modifications dans le moteur, mais pas grand chose. Enfin en tout cas, je suis pas assez bon en mécanique pour vous le dire. Et pour remettre le capot, hop, et là c'est un peu bizarre, paf. Et c'est bon. Dans la M3 E30, la boîte de vitesse est une Getrag 265 à 5 vitesses. Alors Getrag, c'est le nom de ceux qui ont fait la boîte de vitesse, 265 c'est son nom de code. Et la particularité, c'est que contrairement à une boîte de vitesse normale où pour passer la première, on va à gauche et en haut, dans cette boîte-là, il faut aller à gauche, mais en bas. Et donc pour passer de la première à la deuxième, au lieu de tirer vers soi, eh ben on pousse. C'est assez particulier, il faut s'y faire. Donc il faut vraiment décomposer le mouvement entre la première et la deuxième. Après ça s'enchaîne très très bien, mais les débattements sont assez longs. La course de l'embrayage est très longue aussi, il faut s'y faire. 6 secondes 9 au 0 à 100 en
presque 240 km/h en vitesse de pointe, donc c'est loin d'être ridicule. On a évidemment un châssis qui a été renforcé, des barres anti-roulis qui ont été renforcées, des suspensions différentes. Au niveau de la direction, c'est étonnant parce que plus on va vite, plus la direction est légère et plus on a une impression de flou. Donc c'est assez particulier, mais ça reste quand même assez précis. On aimerait que ça soit plus direct, mais on a quand même du ressenti sur ce qui se passe sous les petits pneus en 205 à l'avant. Alors il faut prendre son temps avec la voiture, évidemment c'est un peu une mamie, les suspensions sont fermes mais pas cassantes, ça prend assez bien la route, ça gomme plutôt bien les bosses. Mais par contre la direction est très démultipliée. Qu'est-ce que ça pousse fort! Le 3E30 c'est évidemment une voiture qui est extraordinaire à conduire parce que c'est une voiture très équilibrée. Alors vous remarquerez plusieurs choses dans cette voiture. Déjà que je conduis pas très fort parce que la route est un petit peu mouillée et que c'est le genre de voiture avec laquelle il faut faire attention. Deuxième chose, vous l'aurez vu avec cette caméra là, il y a un bouton Check Engine Light qui s'allume. C'est normal, la voiture est en très bonne condition. En revanche, ça fait pas mal de temps qu'elle n'a pas démarré. Donc voilà, c'est une vieille voiture. C'est une voiture qui aujourd'hui vaut juste en dessous de 70 000 €. Alors je suis étonné parce que je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus cher. Parce que la M3E30, il faut le dire, c'est un mythe comme voiture. Donc on se fait dépasser par un gros camion. Ah. Et c'est drôle parce que les voitures anciennes, on peut pas les comparer aux voitures modernes en termes de performance. Parce que voilà, 200 chevaux aujourd'hui c'est ridicule. La Fiesta ST que j'ai essayé il y a pas longtemps, elle fait 200 chevaux. On apprécie parce qu'on prend le temps d'apprendre à les utiliser, à bien la placer sur la route, à toujours garder un filet de gaz dans les virages pour garder l'arrière bien assis, à freiner en ligne droite, à freiner avant le virage pour mettre du poids sur l'avant et garder un train avant très directionnel. Donc c'est une expérience de conduite différente. On monte pas dedans et on va à 200 à l'heure sur les petites routes directement. Non, ça c'est pour les voitures modernes avec des aides, etc. qui sont faites pour que tout le monde les conduise. Mais ça, il faut savoir l'apprécier, il faut savoir apprécier l'ambiance, il faut savoir apprécier le tempérament de la voiture. Il y a des choses qu'elle aime, il y a des choses qu'elle aime pas. Et quand elle aime pas quelque chose, elle va vous le dire. Et c'est ça qui fait partie du charme des voitures anciennes et principalement de cette voiture qui est quand même une M3E30. C'est la voiture qui a lancé la dynastie des M3. Et quand on pense que BMW à l'époque n'était pas sûr de la commercialiser parce qu'ils ne savaient pas si ça allait fonctionner, c'est quand même quelque chose. Juste avant de terminer cette vidéo, on est chez BMW Charrier au service véhicule d'occasion et j'ai quelques petits trucs à vous montrer quand même. On commence déjà par une i8 Roadster. Toutes ces voitures sont évidemment à vendre, mais ça c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Je la trouve beaucoup plus belle que le coupé, parce que déjà les jantes sont différentes. Je sais pas, il y a un petit truc en plus en Roadster. Venez à l'intérieur, parce que là on rentre dans un musée là. Vous reconnaissez toutes les voitures qu'on a déjà filmées ici. BMW M4 GTS, BMW M3 CSL E46. Derrière une M4 pas de compétition. Je vous rappelle que le CSL c'est ma voiture préférée. Wiesmann MF4 GT Roadster. Toutes les voitures ont été essayées sur cette chaîne, elles sont toutes disponibles. Allez taper BMW Rouen TGD, vous allez trouver. Wiesmann MF4 Roadster. Bon, un TTS cabriolet. BMW M3 E30 cabriolet, super rare. Je savais grossièrement que ça existait. C'est dans un super état. Et pour terminer, un mini mock. Ça c'est quand vous êtes arrivé en Wiesmann près de votre yacht et que vous avez encore 50 mètres à faire pour aller jusqu'au yacht. Bah c'est ça. Donc là chez BMW Charrier, si vous voulez venir voir tous ces modèles qui sont en exposition, et là derrière moi normalement c'est la place de la M3E30 Evo 1, n'hésitez pas à venir, BMW Charrier Cholet, ils seront un plaisir de vous accueillir. Et en plus, c'est pas souvent qu'on voit toutes ces voitures. Allez, à la prochaine. Et Pierre qui est à côté de moi vient de le souligner à l'instant, mais lorsqu'on arrive aux 6000 tours, donc quand il reste plus que 1000 tours avant la zone rouge, aux 7000, ça fait un peu penser à une GT3. Parce que ça monte doucement, 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 mais le son s'intensifie. C'est incroyable. Et surtout on sent la voiture qui commence à vibrer parce que le moteur il tourne à bloc. Et ça c'est une sensation qui est géniale et ça augmente la perception de vitesse. Et croyez-moi, en troisième, quand vous accélérez fort, ça va vite. En tout cas, je suis vraiment très content d'avoir pu vous présenter cette M3 E30 Evo 1 aujourd'hui grâce à la concession BMW Charrier qui sur ma chaîne sont spécialistes des BMW en édition limitée, donc un énorme merci à eux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, suivez-moi sur Instagram, suivez Pierre sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.